Bonsoir et merci beaucoup d'être venus encore nombreux à cette séance encore Semaine du cerveau. Ce soir, vous allez avoir une conférence qui va être donnée par Myriam Kerr. Alors Myriam Kerr, c'est précisément la présidente de l'association cerveau.com. Myriam Kerr, donc, chercheuse, travaille à la faculté des sciences de Marseille-Lumini, dans un institut de recherche qui s'appelle l'Institut de biologie du développement de Marseille, et dans une équipe de recherche qui s'intéresse plus spécifiquement donc, à la réparation neuronale, aux cellules souches dont elle va vous parler, et justement la possibilité que l'on peut entrevoir pour ces cellules souches de participer à la réparation neuronale, notamment lorsqu'il y a des atteintes de la myéline, vous savez, cette substance qui entoure nos neurones et qui aide à la transmission de l'influx nerveux, mais tout cela, elle va vous en parler. Donc elle s'intéresse en fait à la biologie des cellules souches, elle s'intéresse aux mécanismes possibles d'utilisation de ces cellules souches dans des cas de réparation neuronale. Et Myriam, c'est donc une chercheuse fondamentale, je le précise, elle fait de la recherche fondamentale, donc si vous voulez, de la recherche préclinique, hein, ce n'est pas de la recherche appliquée a priori. Voilà, que dire encore de Myriam? Donc elle est directrice de recherche au CNRS, et donc elle travaille à la faculté des sciences de Lumini, à l'Institut de biologie du développement de Marseille, et je lui laisse tout de suite la parole. Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux ce soir. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous parler un petit peu des cellules souches et de cerveau. Le public est divers et varié. On m'a prévenu, c'est du grand public, on a l'habitude de faire de la vulgarisation. Mais c'est difficile, hein, parce qu'il y en a peut-être qui trouveront que j'ai été trop simpliste, d'autres au contraire que je les ai perdus. Je vais essayer de trouver le juste milieu. C'est pourquoi je disais, même si c'est organisé de telle sorte que normalement j'ai 1 heure de parole, puis ensuite 1 heure de discussion, si jamais, lors de l'exposé de certains concepts, je vous perds en cours de route, n'hésitez pas de m'interrompre pour demander des précisions, parce que sinon vous allez vous ennuyer pendant tout le reste de l'exposé si je vous ai perdu en cours de route. Donc ce n'est pas l'objectif. Donc, les cellules souches, déjà, vous avez compris, mon exposé, il va se situer beaucoup au niveau cellulaire. Donc on va commencer par déterminer ce qu'est une cellule. Donc ça peut paraître un petit peu basique, mais nous sommes constitués essentiellement de cellules, de milliards de cellules. Et chaque cellule possède donc un noyau dans lequel se situent nos chromosomes qui sont constitués donc de cette fameuse double hélice d'ADN qui contient notre information génétique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les cellules de notre corps, quelles qu'elles soient, contiennent exactement la même information génétique, les mêmes séquences de gènes. Et pourtant, vous êtes d'accord qu'une cellule de peau, ou une cellule de foie, ou une cellule de cerveau ne se ressemblent pas du tout et n'assurent pas du tout la même fonction. Et pourtant, elles portent toutes en elles exactement la même information génétique. Donc je pense qu'à la base, déjà, ce qui est important de comprendre, c'est que finalement, ce qui est important, ce n'est pas le gène en soi, mais le fait qu'il soit ou non, on dit exprimé, c'est-à-dire traduit en protéines. Parce qu'un gène, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une séquence codée pour fabriquer une protéine. Donc un gène, une protéine, c'est un code. C'est juste un code que la cellule va savoir décoder pour produire une protéine. Et en fait, ce qui fait la différence entre, comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, une cellule de foie et une cellule de peau, à partir du même ADN, des mêmes gènes, et bien dans la cellule de peau, certains gènes seront exprimés, donc seront traduits en protéines, et d'autres pas, et inversement dans la cellule de foie. Et c'est ça qui va les rendre différentes les unes des autres. Parce que finalement, ce qui est important, ce n'est pas le gène, mais c'est la protéine. C'est la protéine qui va avoir un rôle fonctionnel dans la cellule. D'accord? Donc ça, c'est déjà une notion de base qui est importante pour comprendre la suite de l'exposé.
Donc, je vais vous parler de cellules souches, peut-être. Ça commence bien, il y a une belle faute d'orthographe. On va commencer par définir ce que c'est qu'une cellule souche, parce que finalement, c'est un concept dont on entend beaucoup parler dans les médias, mais encore faut-il savoir de quoi on parle quand on parle de cellules souches. Eh bien, si on veut donner une définition vraiment stricte de la cellule souche originelle, c'est l'œuf. C'est-à-dire, c'est le résultat de la fécondation entre un ovocyte et un spermatozoïde. Donc, ovocyte et spermatozoïde, en fusionnant, vont donner la cellule œuf. Et cette cellule œuf va ensuite donner l'intégralité de toutes les cellules qui composent un organisme. Donc là, avec ce petit film, vous allez voir un petit peu l'évolution de l'œuf. Donc vous voyez que très rapidement, il se divise, il prolifère, il forme de très nombreuses cellules. Et puis, on a une séquence d'invagination cellulaire, la gastrulation. Donc pour l'instant, tout ça est assez indifférencié. C'est une masse cellulaire qui commence à s'organiser. Et là, on voit la morphogénèse commence à se faire. Et ce qu'on voit ici, c'est le tube neural qui va fusionner et donner ici le futur cerveau et la moelle épinière de ce futur individu. Alors, ce qui est intéressant, donc là, la morphogénèse se poursuit, va donner les différents organes. Et à ce stade-là, en fait, on est incapable de dire si ça va être un homme, une grenouille, un oiseau. On se ressemble tous. Hein, à ce stade-là, on est tous à peu près pareils. Mais ce qui est quand même assez extraordinaire, et c'est le message que je voulais faire passer, c'est que d'une seule cellule, on va réussir à faire un organisme aussi diversifié, extraordinairement performant qu'est un organisme vivant et au sommet de la pyramide, puisque c'est comme ça qu'on se considère l'homme. Donc, comment ça se passe? Eh bien, évidemment, cette cellule souche, hein, elle porte bien son nom, c'est la souche, c'est l'origine de tout. Alors, on dit qu'elle est totipotente, cette cellule souche, parce qu'elle a le pouvoir de fabriquer tous les types cellulaires de l'organisme, n'importe quel type de cellule de l'organisme, donc cette cellule souche est totipotente. Et au fur et à mesure du développement et de la formation des différents organes, eh bien, ces cellules souches vont persister dans les organes, mais vont perdre de leur pouvoir. Donc, dans chaque organe, les cellules souches qui persistent dans l'organe vont uniquement être capables de former les cellules qui composent l'organe. Donc, une cellule souche de foie va ne faire que des cellules de foie, pas des cellules de cerveau, etc. etc. Donc, c'est un petit peu la réduction du potentiel de ces cellules souches. Donc, c'est ce que j'ai voulu symboliser ici avec cette diminution de potentiel entre la cellule œuf que dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'évolution ici avec les cellules souches de ce trophoblaste ici, et puis l'évolution de l'embryon jusqu'à l'adulte. Donc on passe d'une cellule totipotente, donc cette cellule va donner un organisme entier, à une cellule pluripotente qui forme tous les organes, encore à ce niveau-là, puis des cellules multipotentes, donc qui ont un potentiel multiple au sens où un organe est formé de différents types cellulaires. Donc si je m'intéresse au cerveau, dans le cerveau, vous le savez probablement, il y a des neurones, mais il n'y a pas que des neurones, il y a aussi ce qu'on appelle des cellules gliales, les astrocytes et les oligodendrocytes. Donc une cellule souche de cerveau, une cellule souche dite neurale, elle va être capable de fabriquer des neurones, des astrocytes et des oligodendrocytes. Et ça va de même pour toutes les cellules souches de chaque organe. Donc, vous le comprenez, au cours du développement, les cellules souches sont importantes pour la formation, pour la structuration des organes. C'est grâce à elles que l'organe se forme et se diversifie et finit par devenir fonctionnel. Donc, je reprends ici ces différentes étapes. Et quand on parle de cellules souches dans les médias, il faut savoir que la plupart des thérapies qui sont faites, quand on parle de cellules souches embryonnaires, les cellules qui sont prélevées, elles sont prélevées à ce niveau-là. Donc vous voyez au niveau du blastocyste ici, où finalement on a une enveloppe, et puis une petite, on appelle ça la morula, parce que ça ressemble à une mûre un petit peu à l'intérieur. Donc ce sont ces cellules, donc c'est très très précoce dans le développement, hein, on est d'accord, qui sont prélevées pour faire ce qu'on appelle des cellules souches embryonnaires. Elles sont prélevées et elles sont mises en culture. Donc ces cellules souches, elles vont être pluripotentes et donc capables de former n'importe quel type de cellule. Après,
on peut prélever des cellules souches à partir d'un embryon, avec un potentiel, donc vous l'avez compris, plus restreint, ou même à partir de l'organe adulte, avec un potentiel encore plus restreint. Donc, vous voyez la petite vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure, on était à peu près à ce stade-là, hein, avec un tube neural qui ne ressemble pas à grand-chose, et puis qui, au cours de la grossesse et du développement du fœtus, on va voir l'ampoule la plus rostrale, la plus en avant, commencer à se développer pour finalement former le cerveau dans toute sa complexité. Donc pour en arriver d'un tout petit organe comme ça, à 10 semaines de gestation, de grossesse, jusqu'à la naissance à un cerveau qui ressemble à un cerveau adulte, hein, il est encore un petit peu plus petit, mais dans sa morphologie, dans sa structure, il est vraiment identique à un cerveau adulte, vous comprenez que cette augmentation en masse, elle va forcément demander, dans un premier temps, une très très forte prolifération des cellules souches. Donc ces cellules qui sont encore à un stade indifférencié où elles peuvent devenir différents types cellulaires, elles n'ont acquis encore aucune identité propre. C'est ça, hein, le principe d'une cellule souche, elle n'a pas d'identité propre. Donc elle passe d'abord par une phase de prolifération intense pour permettre à la structure de grossir. Ensuite, il va y avoir une phase de migration, c'est-à-dire que les cellules vont commencer déjà à acquérir une certaine identité, éventuellement vers un de ces trois types cellulaires, soit un neurone, soit un astrocyte. Mais surtout, elles vont migrer. Elles vont migrer pour aller se situer dans les zones du cerveau, là où elles sont censées finalement avoir leur résidence principale par la suite. Et c'est important que les cellules migrent au bon endroit, parce que, par exemple, il y a de nombreux troubles développementaux donc pendant lesquels, finalement, les cellules ne trouvent pas leur chemin, pour une raison X ou Y, ou migrent dans une mauvaise direction, et à ce moment-là, ou s'arrêtent de migrer avant qu'elles aient atteint leur destination finale, et à ce moment-là, ça se traduit chez l'adulte par de nombreuses pathologies, que ce soit l'autisme, la schizophrénie, etc. Donc cette phase de développement, elle est également très importante, prolifération, puis migration, différenciation, donc acquisition vraiment d'une identité propre qui va donner la fonction à la cellule. Et ensuite, le cerveau est, comme vous le savez, l'organe le plus complexe. Et pour qu'il fonctionne correctement, non seulement il faut que les cellules soient au bon endroit, mais il faut que les bonnes cellules contactent les bonnes cellules. Donc il faut que les connexions se fassent correctement. Et ça, là encore, il y a de très très nombreux signaux qui rentrent en jeu pour que toute cette connectique, tout ce réseau puisse se mettre en place correctement et donner finalement un cerveau fonctionnel. Donc, si on reprend les fondamentaux, finalement, au niveau fonctionnel, c'est assez facile, on va dire, de définir une cellule souche. Par contre, c'est beaucoup plus difficile de la reconnaître par, on va dire, par une carte d'identité et des marqueurs. C'est pour ça que la caractérisation des cellules souches, ça a mis un certain temps. Mais en tout cas, au niveau fonctionnel, on peut caractériser une cellule souche par 5 critères. Le premier critère, il faut qu'elle prolifère. Donc une fois qu'on est chez l'adulte, il faut qu'elle prolifère, mais lentement. Parce que contrairement à la phase de développement précoce, où je vous ai dit c'est important qu'il y ait une prolifération quand même un petit peu importante pour permettre à la structure de grossir, après le problème c'est que si on veut maintenir une cellule souche, vous savez que, vous savez ou vous ne savez pas, mais je vous le dis, une cellule a un capital de division limité. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre de divisions, à chaque division, il y a un petit morceau à l'extrémité du chromosome qui est rogné, et au bout d'un certain nombre de divisions, donc c'est ce qu'on appelle les télomères, et cette diminution de la taille des télomères devient telle que la cellule entre en mort cellulaire programmée, en apoptose, et donc la cellule a à son actif un certain nombre de divisions et pas plus. Donc si la cellule souche elle se divise trop vite, eh ben, elle va disparaître et on va finir notre vie sans aucune cellule souche, donc sans aucune possibilité de renouvellement de nos cellules. Donc d'abord prolifération lente. Ensuite la prolifération de ces cellules, donc leur division, est basée sur un mode de division dit asymétrique. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand la cellule souche se divise, elle va donner lieu à 2 cellules qui ne sont pas identiques. Et ça permet l'auto-renouvellement de la cellule souche. C'est toujours le même problème. On doit la maintenir dans le temps, cette cellule souche.
Donc pour la maintenir dans le temps, il faut la renouveler à l'identique, mais si on veut faire quelque chose, je vous ai dit, la cellule souche, le problème c'est qu'elle n'a pas d'identité. Donc un organisme ne peut pas être fait de cellules souches, parce qu'on aurait des cellules toutes identiques qui n'auraient pas d'identité fonctionnelle. Donc en même temps qu'elle se renouvelle, il faut qu'elle produise une autre cellule, qu'on va appeler un précurseur, qui lui va pouvoir, derrière, s'engager dans une voie de différenciation pour acquérir une identité qui lui sera propre. Et donc ce caractère de division asymétrique, avec un auto-renouvellement d'une part de la cellule souche et ensuite la production d'une autre cellule qui d'abord va se proliférer plus activement et ensuite va rentrer dans une voie de différenciation. Donc c'est un petit peu ce qui est schématisé là. La cellule souche va se diviser et va produire une cellule à l'identique pour s'auto-renouveler et par exemple ici un neurone. Donc ça c'était le deuxième critère, la division asymétrique qui permet l'auto-renouvellement. Le troisième critère important, c'est la multipotentialité. Donc pour une cellule souche neurale, NSC, c'est pour Neural Stem Cell en anglais. Donc ici, vous avez la cellule souche neurale. Donc la multipotentialité, c'est-à-dire que cette cellule souche, elle doit être capable donc, de former un neurone, un astrocyte et un oligodendrocyte. Donc ça, c'est en schéma. Et ça, c'est une vraie photo qui est prise sous le microscope qui montre comment une cellule souche peut donner dans une boîte de culture, ici, 3 types cellulaires différents, avec les astrocytes donc en rouge, les neurones en bleu et les oligodendrocytes en vert. Donc cette même cellule, et on peut faire l'expérience en mettant une seule cellule dans une toute petite boîte de pétri pour être sûr que ce soit la même cellule qui a formé ces 3 types cellulaires distincts. Et c'est ça qui va nous permettre de dire oui, cette cellule, elle a une multipotentialité. Il faut que cette multipotentialité, donc cette capacité à produire différents types cellulaires, soit maintenue dans le temps, pendant toute la vie. Et enfin, dernier critère, cette cellule souche, elle doit être capable de participer à la réparation des tissus quand ils sont lésés. Donc c'est aussi un des critères pour définir une cellule souche d'un point de vue fonctionnel. Alors dans le cerveau, le truc c'est que y a un très célèbre neurobiologiste qui s'appelle Santiago Ramón y Cajal, qui était donc tout début du XXe siècle. Alors, c'était un très grand neurobiologiste. Il a vraiment fait des découvertes majeures qui ont permis de comprendre notamment que le système nerveux central, c'était pas juste un réseau informe, mais que les cellules étaient discontinues, etc. Mais il a fait une grande erreur quand même, parce qu'il a affirmé quelque chose qui a imposé une espèce de chape de plomb pendant des dizaines et des dizaines d'années, voire un centenaire, sur l'étude sur les neurosciences, en fait. Ce qu'il a dit, c'est qu'on est avec un certain nombre de neurones, et que ce nombre diminue fatalement avec l'âge, que dans le cerveau, ou dans la moelle épinière, tout doit mourir, mais rien ne peut régénérer. Et donc, cette conception du cerveau, elle émanait aussi du fait que c'est le siège de la mémoire. Et on imaginait que pour qu'il puisse y avoir une mémoire persistante dans le temps, il ne fallait pas désorganiser les circuits. Et que si on produisait des nouveaux neurones, ça rendrait la mémoire labile. Bon, c'était un concept qui, on sait maintenant, aujourd'hui est complètement obsolète. Ça ne marche pas du tout comme ça dans le cerveau. Mais toujours est-il que donc pendant très longtemps, on a conservé que dans le cerveau, il ne pouvait pas y avoir de cellules souches et de production de nouveaux neurones une fois les phases de développement et de la petite enfance terminées. Donc chez l'adulte, on avait un capital de neurones qui ne pouvait que décroître et donc aucune possibilité de neurogénèse, c'est-à-dire de fabrication de nouveaux neurones. Alors, pourtant, dans les années 60, il y a eu des premières observations qui auraient pu ébranler ce dogme. Et ces observations, en fait, étaient faites sur des tissus histologiques de cerveau de rongeurs, sur lesquels ces neuroscientifiques avaient vu des images ici. Je ne sais pas si donc vous avez une cellule, et dans cette cellule, vous voyez ce que vous voyez là, ce sont les chromosomes. Et quand on voit les chromosomes comme ça, aussi bien compactés, vous voyez que dans la plupart des autres cellules, on ne voit pas les chromosomes. Quand on les voit comme ça, c'est que la cellule est en train de se diviser. Donc le fait de voir ça sur des coupes de cerveau d'un animal adulte, ils ont dit, ah, mais finalement, il y a encore de la division cellulaire chez l'adulte, il
il y a peut-être de la neurogénèse, il y a peut-être des nouveaux neurones qui sont fabriqués dans le cerveau adulte. Mais en fait, le dogme à cette époque était encore tellement prévalent et tellement puissant que personne ne les a crus et qu'à la vue de ces images, les neuroscientifiques de l'époque ont dit oui, non mais ok, il y a de la division cellulaire, mais c'est sûrement pas des neurones, c'est sûrement des cellules gliales, des astrocytes, etc. On ne fait pas des nouveaux neurones. Donc ces études, elles ont été balayées, remises au fond des tiroirs, et on a continué à penser que le cerveau était fixe et qu'il n'y avait pas de nouveaux neurones. Jusqu'à ce que, et c'est souvent le cas en sciences, en fait c'est l'évolution des techniques et la possibilité d'avoir accès à des nouvelles technologies qui permettent d'aller plus loin dans les concepts derrière. Et là, c'est grâce à l'utilisation de marqueurs qui permettent de visualiser les cellules qui se divisent, qui prolifèrent. Donc, en l'occurrence, un de ces marqueurs qui a permis de beaucoup faire avancer l'analyse de cette neurogénèse dans le cerveau adulte, c'était le BRDU. Le BRDU, en fait, c'est un analogue d'une des bases qui se constitue l'ADN, la thymidine. Et donc, quand on injecte le BRDU à l'animal, si la cellule se divise et que donc l'ADN s'ouvre et se divise, se multiplie par deux en fait, pour former deux cellules, eh bien au lieu d'intégrer une thymidine, l'ADN va intégrer le BRDU qui est un analogue, et derrière nous, sur les coupes de cerveau, on peut utiliser un anticorps qui va reconnaître spécifiquement cette molécule qui est complètement exogène, elle n'existe pas chez l'animal normalement. Donc si on la détecte, c'est ce qu'on a injecté qu'on détecte. Et donc les cellules ici en rouge, on a marqué ce BRDU grâce à des anticorps couplés à un fluorochrome qui apparaît rouge au microscope. Donc ça c'est vraiment des images qu'on voit sous le microscope. Donc ici le neurone est marqué en vert grâce à un anticorps qui reconnaît le neurone. Et en rouge on marque le BRDU. Et donc ce qu'on voit là, c'est que le noyau de ce neurone, il a intégré ce BRDU, donc ça veut dire qu'il s'est divisé. Il faut que la cellule se divise, que l'ADN se réplique pour pouvoir intégrer le BRDU. Donc de cette manière-là, on a pu prouver que les cellules qui se divisaient devenaient bien des neurones, puisqu'ils avaient ce double marquage, et du marqueur de prolifération, et de l'identité neuronale. À partir de ce moment-là, évidemment, le dogme s'est effondré, et il a fallu bien se mettre les idées en place et accepter que le cerveau, dans le cerveau aussi, il y a une production de nouveaux neurones qui se poursuit chez l'adulte et pendant toute la vie. Mais malgré tout, on est testard et on a du mal à revenir sur une croyance qui nous a constitués pendant des décennies. Et donc, malgré toutes ces découvertes, pendant longtemps, on a cru que c'était uniquement vrai chez les animaux, mais pas chez l'homme. Parce que l'homme, quand même, c'est autre chose. Donc dans notre grande faiblesse, on pensait que cette neurogénèse n'était uniquement un reliquat du développement chez les espèces, on va dire, peu développées dans l'échelle, si on peut parler d'échelle du développement, mais que chez l'homme, il ne pouvait pas y avoir de neurogénèse. Et même ce concept-là, il a été battu en brèche à la fin du XXe siècle, donc en 1998 précisément. Il y a un chercheur et médecin américain qui a montré, grâce à exactement la même approche avec le BRDU, que dans certaines structures cérébrales, on va y revenir, quelles structures, il y a des cellules qui se divisent et qui forment des nouveaux neurones. Alors, évidemment, on ne peut pas faire de recherche, ce type de recherche chez l'homme, on ne peut pas s'amuser chez l'homme à injecter du BRDU, à sacrifier l'homme et à regarder son cerveau après. Donc comment on en est arrivé là? Comment ce chercheur a réussi à avoir ce type d'image? En fait, il a eu une idée qui a été très très judicieuse. Le BRDU, comme c'est un marqueur de prolifération, c'était utilisé aussi comme pronostic pour les tumeurs. Donc quand quelqu'un a une tumeur, par définition une tumeur c'est une prolifération anarchique dans un organe, donc on ne parle pas forcément du cerveau. En l'occurrence, il a bien choisi des gens qui avaient des tumeurs qui n'avaient rien à voir avec le cerveau et qui avaient reçu des injections de BRDU, donc ce marqueur de prolifération, pour estimer quel était le niveau d'agressivité de leur tumeur, à savoir si les cellules elles se divisaient vraiment beaucoup ou un petit peu, ou voilà. Donc ça permettait de quantifier un petit peu cette prolifération. Donc ils avaient subi
ces injections de BRDU à but pronostique pour leur tumeur. Et quand ces gens sont morts, il a eu l'autorisation de récupérer leur cerveau. Donc ces gens n'étaient pas morts de problématiques cérébrales, on est d'accord, hein. Donc ils avaient donné leur corps à la science, il a récupéré leur cerveau, il a fait des coupes et il a réussi à marquer, donc tout à l'heure c'était en couleur parce que c'était fluorescent, ici c'est en noir, mais le principe est le même. On voit très très bien ces cellules qui ont intégré le marqueur et qui prouvent que la neurogénèse existe aussi chez l'homme. Alors, très bien, il y a des nouveaux neurones qui sont produits dans le cerveau pendant toute la vie, mais pas n'importe où. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose de très très répandu, ça reste quand même, on va dire, anecdotique en quelque sorte, parce que pour qu'une cellule souche se maintienne, il faut qu'elle soit dans un environnement qui soit permissif au maintien de cette cellule dans cet état immature, indifférencié, sans identité, parce qu'en fait, il y a énormément de signaux dans l'environnement qui poussent les cellules à se différencier, à acquérir une identité. Donc ces niches de cellules souches, on en compte essentiellement deux dans le cerveau. C'est la paroi du ventricule latéral. Vous savez que dans le cerveau, on a du liquide céphalorachidien et des ventricules qui sont remplis de ce liquide céphalorachidien. Et donc le mur de ces ventricules, la paroi de ces ventricules, c'est une de ces niches dans lesquelles persistent les cellules souches. Et la deuxième structure, donc là vous avez un cerveau humain et ici un cerveau de rongeur, tous les deux vus en coupe sagittale comme ça, avec l'avant, ici vous avez le bulbe olfactif, le cervelet, donc l'avant du cerveau, le cervelet. Et donc la deuxième structure, c'est l'hippocampe, et en particulier une partie particulière de cet hippocampe qui s'appelle le gyrus denté de l'hippocampe. Donc c'est ces deux zones, ces deux niches qui permettent le maintien des cellules souches et la production de nouveaux neurones. Alors on va commencer par l'hippocampe. Donc c'est ce qu'on voit ici. Alors on le reconnaît très très bien parce que ça fait un petit peu le gyrus denté, c'est comme un V aplati. Et donc on a vu que à ce niveau, il y a des cellules qui se divisent de manière asymétrique, qui donnent des progéniteurs qui ensuite vont s'intégrer dans cette couche cellulaire, donc cette couche de neurones, et s'intégrer, pousser des dendrites, des axones, et s'intégrer vraiment à la circuiterie préexistante. Et même, on peut faire de l'électrophysiologie, enregistrer ces neurones, et voir qu'ils sont vraiment actifs, qu'ils sont intégrés à cette circuiterie. Et donc, on a essayé d'estimer, alors évidemment, ces estimations, elles sont faites chez des modèles animaux, hein, et en particulier chez les rongeurs. Et donc, chez le rongeur, je ne sais pas si vous voyez, parce que c'est tout en bas de la diapositive, on estime qu'il y a à peu près 9000 nouveaux neurones qui sont fabriqués tous les jours dans cette structure, dans le gyrus denté de l'hippocampe. Mais, parmi ces 9000 neurones, 60% ne vont pas survivre. Donc au final, il n'y en a que 40% qui vont être stabilisés sur le long terme. Et de la même manière, dans la deuxième structure, deuxième niche de cellules souches, donc le mur du ventricule, donc là, pour ne pas vous perdre, la diapo elle est à l'envers, donc là le bulbe olfactif est de ce côté-là et le cervelet il a été coupé mais il serait de l'autre côté là-bas. Voilà. Et donc le ventricule, c'est ce qui est gris ici parce qu'il n'y a pas de tissu dedans, donc c'est le fond, hein, donc voilà, le ventricule. L'hippocampe, on le reconnaît là, ce V aplati. Et donc la paroi du ventricule où résident également les cellules souches. Et alors là c'est un petit peu plus compliqué parce que les cellules souches elles sont donc dans la paroi du ventricule, mais elles vont produire des neuroblastes, donc des jeunes neurones, qui eux vont migrer, ils vont faire toute une migration jusqu'au bulbe olfactif, et c'est une fois arrivés dans le bulbe olfactif qu'ils vont vraiment finir leur différenciation pour faire des nouveaux neurones, des neurones olfactifs. Et là, c'est vraiment la zone la plus active de production de nouveaux neurones, puisque chez le rongeur, on estime qu'il y a 30 000 nouveaux neurones par jour qui sont produits dans le bulbe olfactif, du coup, et dont à peu près la moitié disparaissent dans les 2 mois. Mais enfin, il en reste quand même la moitié. Alors, chez l'homme, je vous dis, on ne peut pas quantifier vraiment comme on le fait chez le rongeur. Alors, ce qui est certain, c'est que je vous ai mis un petit peu à l'échelle. Vous voyez le bulbe olfactif du cerveau de rongeur, donc on le voit par dessous, donc l'avant du cerveau est là,
il est énorme par rapport à l'ensemble du cerveau. Chez l'homme, le bulbe olfactif, c'est cette toute petite chose qui est là. C'est ridicule et on comprend bien, hein, au niveau fonctionnel, on sait bien que les rongeurs, comme beaucoup d'autres animaux, utilisent énormément leur sens olfactif dans leur vie de tous les jours pour trouver leur proie, pour la reproduction, etc. Et le sens olfactif, chez l'homme, il a été énormément, il a régressé avec l'évolution. Nous, on est des êtres qui sont beaucoup plus dans le visuel que dans l'olfaction. Et donc, la fonction olfactive et l'organe, du coup, a régressé. Et de fait, cette neurogénèse massive dans le bulbe olfactif qu'on voit chez les rongeurs, elle est quasiment inexistante chez l'homme. C'est-à-dire qu'il y a bien les cellules souches dans la paroi du ventricule, mais ils forment très peu de neurones olfactifs. Et en fait, ça disparaît très peu de temps après la naissance. Par contre, dans l'hippocampe, donc vers le bulbe olfactif, c'est vraiment une voie de migration qui est atrophiée, très diminuée, et après 18 mois, elle est presque inexistante. Par contre, il y a une autre voie de migration pour aller vers le cortex préfrontal, qui existe chez l'homme, qui n'existe pas chez les rongeurs, puisque forcément le cortex préfrontal est beaucoup plus développé chez l'homme. Mais là encore, chez l'adulte, c'est très diminué. Donc on a une persistance de cellules souches dans la paroi du ventricule, mais la neurogénèse sensu stricto, elle va s'atrophier très rapidement. Par contre, dans l'hippocampe, là, la neurogénèse continue toute la vie. Alors, c'est bien, je vous ai dit qu'il y avait une production de nouveaux neurones, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de savoir que cette neurogénèse, donc c'est comme ça qu'on l'appelle, la production des nouveaux neurones, c'est la neurogénèse adulte, elle est très finement régulée. C'est-à-dire que ce n'est pas un processus basal qui, quoi qu'il arrive, on a tant de neurones produits par jour. Il va être très finement régulé par de très nombreux facteurs, des facteurs intrinsèques qui sont produits dans le corps, mais aussi par des facteurs environnementaux. Donc je vous en ai cité quelques-uns et ensuite je vous illustrerai des études scientifiques qui ont permis de montrer, de prouver l'impact de ces différents facteurs sur la production de ces nouveaux neurones chez l'adulte. Donc on a pu montrer que plus on... Alors là encore, hein, évidemment, vous comprenez bien que ce sont des études qui sont faites chez l'animal, tout ce que je vous dis. Mais qu'on peut très probablement extrapoler à l'homme. Donc ce qu'on a montré, c'est que quand on élève les animaux dans un environnement enrichi, donc enrichi en contacts sociaux, en des cachettes dans lesquelles ils peuvent aller, etc., plutôt qu'une simple cage basique d'animal de laboratoire, eh bien on accroît la neurogénèse. Certains facteurs trophiques vont permettre, là encore, d'augmenter le nombre de nouveaux neurones. L'activité physique, c'est important. L'exercice physique régulier, là encore, permet d'augmenter la production des nouveaux neurones. De manière intéressante, quand on a une lésion aiguë du cerveau, là aussi, les niches de neurogénèse, ces cellules souches dans les niches, vont être réactivées. Donc vont avoir tendance à proliférer plus, dans un but probablement de tentative de réparation du tissu cérébral. Par contre, dans les maladies neurodégénératives, qui elles évoluent sur un mode chronique, là c'est l'inverse qu'on observe. C'est-à-dire que ces maladies chroniques vont avoir un effet délétère sur la prolifération des cellules souches et sur la production de nouveaux neurones. L'âge, le vieillissement est aussi un inhibiteur de la neurogénèse et le stress. Donc il faut essayer de se soustraire au maximum au stress et en particulier au stress chronique. Il faut bien distinguer le stress aigu qui peut avoir des aspects positifs. Par exemple, aujourd'hui, je suis venue vous parler, c'est un petit stress quand même. Mais le stress chronique, en revanche, c'est délétère. Et puis vous avez des hormones, les saisons, l'alimentation, qui peuvent avoir un effet positif ou négatif en fonction des hormones, en fonction des saisons et en fonction de ce qu'on mange. Donc vous voyez bien que cette plasticité cérébrale, parce que finalement on peut parler de la neurogénèse, est une des formes de plasticité cérébrale, hein, c'est ce qui fait que le cerveau continue à être remodelé en permanence. Donc cette plasticité cérébrale, elle se fait en fonction de notre mode de vie, en fonction de notre état général, en fonction de ce à quoi on est exposé, et qui va réguler donc l'activité de ces cellules souches et cette production de neurones. Donc voilà quelques illustrations de ces études. Donc voilà par exemple comment on enrichit une cage pour un animal de laboratoire. Ici vous avez la cage standard. Donc, vous voyez que c'est pas très fun, hein. Il y a la sciure, les croquettes, le biberon et basta.
Et la souris est toute seule là dans sa cage, donc elle n'a pas d'interaction sociale avec des congénères, etc. A l'inverse, vous avez une cage ici, je m'étais beaucoup amusée, j'avais fait ce genre d'études, où on donne accès aux souris, elles peuvent grimper, elles peuvent se cacher, je mettais des odeurs dans la cage, etc. Et là, on a des souris qui sont beaucoup plus épanouies. Mais surtout, ce qui est intéressant, ça c'est une étude qui a été faite aux États-Unis, c'est que si justement on utilise toujours ce marqueur de prolifération, le BRDU, pour essayer de quantifier la neurogénèse, donc là c'est une illustration des cellules qui ont intégré le BRDU, là, qui apparaissent en rouge, mais on peut quantifier du coup vraiment et faire des graphes. Donc là c'est un animal enrichi, un animal contrôle. Et ce qu'on a pu observer en quantifiant donc, le nombre de cellules BRDU positives, c'est que si on sacrifie l'animal immédiatement après l'injection de BRDU, donc, on va avoir finalement un snapshot, une image de la prolifération au moment où on a injecté le marqueur. Donc on injecte le marqueur, on sacrifie l'animal, et ça nous donne une idée de la prolifération cellulaire. Quand on regarde ça, sur les animaux donc, qui ont été élevés en milieu enrichi, en fait, c'est décevant, parce que qu'est-ce qu'on voit? En noir, les enrichis, en blanc, les contrôles, il n'y a pas de différence. Donc en fait, il n'y a pas de différence dans la prolifération des cellules souches. Par contre, si on sacrifie l'animal 4 semaines après, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde les cellules qui ont proliféré 4 semaines avant et qui se sont différenciées, le temps d'acquérir l'identité neuronale, qui se sont différenciées en neurones et qui ont survécu. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a presque le double du nombre de neurones qui a survécu chez les animaux élevés en milieu enrichi par rapport au milieu standard. Donc en fait, l'enrichissement de l'environnement, il n'a pas un effet sur la prolifération des cellules souches, mais sur la survie des nouveaux neurones qui sont formés. A l'inverse, l'exercice physique, lui, a un double effet. Il a un effet et sur la prolifération et sur la survie des nouveaux neurones. Donc c'est assez intéressant. Donc cet effet de l'enrichissement et de l'environnement sensoriel, on peut le faire à l'inverse, c'est-à-dire on peut le faire, au lieu d'enrichir, on peut priver. Et là, on va avoir l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il y a des études qui montrent que si on bouche la narine à la souris, et si on le fait que d'un côté, et de manière intéressante, quand on va regarder la neurogénèse dans le bulbe olfactif, cette neurogénèse, elle va être diminuée, mais juste du côté où la narine était bouchée. Ça a été fait aussi chez des oiseaux, qu'on rendait sourds, donc on les empêchait de recevoir l'information auditive, et de la même manière, l'air où on voit une prolifération chez les oiseaux, qui est en relation avec le chant également, le nombre de nouveaux neurones est diminué de 70%. Et ça marche même chez les invertébrés. Moi j'ai fait ma thèse sur le grillon. J'ai étudié longtemps le cerveau du grillon, ça peut paraître étonnant comme ça. Mais on a découvert aussi, et parmi les premiers, que quand on bouche un œil du grillon et qu'on lui coupe une antenne qui est son organe de réception de toutes les informations olfactives, tactiles, etc., eh bien, quand on regarde dans son cerveau, de la même manière, on voit qu'il y a une diminution de la prolifération du côté ipsilatéral aux organes lésés. Donc clairement, il y a une relation directe entre la stimulation sensorielle et la prolifération des cellules souches et la production de nouveaux neurones. Autre chose qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que le fait de se soumettre à des nouveaux apprentissages, c'est aussi quelque chose de très positif pour la production de nouveaux neurones. Ici, ce qu'ont fait les chercheurs, c'est qu'ils ont utilisé ce qu'on appelle la piscine de Morris, ou le test du Watermaze. Donc très rapidement, comment ça marche? On met une souris dans une piscine, et quelque part dans cette piscine, il y a une plateforme, mais qui est juste quelques centimètres sous la surface de l'eau. Donc l'animal ne peut pas la visualiser. Et on met l'animal dans l'eau, l'animal, ça ne lui plaît pas forcément, donc il cherche immédiatement à s'échapper ou à trouver quelque part où il puisse se poser. Donc en fait, au départ, la première fois, il la trouve par hasard, la plateforme. Donc il va nager, 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 jusqu'à ce qu'il trouve la plateforme. Et comme dans l'environnement, là, on met des repères visuels, si on lui fait faire cette même tâche plusieurs fois d'affilée, plusieurs jours d'affilée, et bien à la fin de la semaine, elle n'est pas bête, la souris, on la met là et hop, elle va aller direct à la plateforme parce qu'elle a appris à
à mémoriser finalement l'emplacement de cette plateforme qu'elle ne peut pas voir. Donc il y a un apprentissage. Et bien, on s'est rendu compte que ces animaux qu'on soumet à ce type d'apprentissage vont avoir une neurogénèse augmentée dans leur hippocampe. Hippocampe qui est notamment une structure très importante pour la mémorisation spatiale. Donc ça fait sens. Donc effectivement, c'est important de se soumettre à des nouveaux apprentissages tout au long de notre vie, à ne pas rester dans le même schéma et à apprendre une nouvelle langue, à apprendre voilà, des choses, même à 40 ans, 50 ans, 60 ans. Il faut solliciter ces facultés d'apprentissage du cerveau pour maintenir cette plasticité cérébrale et la neurogénèse. Inversement, les facteurs négatifs, je vous ai parlé du stress tout à l'heure. Alors chez l'animal, c'est assez facile à évaluer. Par exemple, on met une souris en présence de l'odeur. On n'a pas forcément besoin d'être en présence du prédateur lui-même. Ici, par exemple, le chat. Il suffit de lui mettre en présence de l'odeur pour la mettre en stress. Et si on la maintient sur le long terme, comme ça, dans un stress chronique, on a pu mesurer significativement dans l'hippocampe une baisse de la neurogénèse. Et donc chez l'homme, on ne peut pas faire une quantification de cette manière, mais on a remarqué en post-mortem, quand on peut récupérer les cerveaux des gens, que les personnes particulièrement stressées et déprimées, souvent ça va ensemble, hein, quand on est soumis à des stress chroniques, on finit par être déprimé, par souffrir de dépression. Et ces personnes déprimées présentent un volume hippocampique réduit par rapport à la moyenne de la population. Alors l'alimentation, ça c'est quelque chose sur lequel on commence à se pencher de plus en plus, mais il faut savoir que également votre régime alimentaire va impacter d'une manière générale la santé du cerveau. Ça c'est quelque chose qui est très très à la mode en ce moment, hein, l'étude de la relation entre le système digestif et le cerveau, et plus précisément la neurogénèse. Donc par exemple, il a été montré chez les rongeurs qu'un régime riche en gras et hypercalorique va inhiber la production de nouveaux neurones. Et que les mâles étaient particulièrement sensibles à cette inhibition de la neurogénèse à cause du régime hypercalorique et hypergras. Et à l'inverse, il a été montré que nourrir les animaux un jour sur deux, par exemple, donc une certaine restriction dans un domaine raisonnable, hein, mais une restriction alimentaire va au contraire augmenter la prolifération des cellules souches et donc la neurogénèse. Donc vous voyez que ça c'est en termes, on va dire, de quantité, mais il n'y a pas que la quantité, il y a aussi la qualité de ce qu'on mange. Et là, schématiquement représenté, il y a vraiment le good et le bad, hein, donc là vous avez les chips et les glaces, etc. Donc tout ce qui est considéré comme très riche en graisse, en sel, etc. Et à l'inverse, maintenant on connaît certains aliments qui sont particulièrement bénéfiques pour la survie des neurones et pour la neurogénèse, et notamment ce sont des aliments qui sont riches en polyphénol, comme par exemple tous les fruits rouges. Donc maintenant on a identifié un certain nombre de molécules vraiment présentes dans l'alimentation et qui ont un effet bénéfique pour le cerveau. Donc vous êtes en quelque sorte, par le choix de l'alimentation que vous avez, maître aussi de votre santé cérébrale. Donc c'est amusant parce que finalement, si on prend un peu de recul, le thème de la semaine du cerveau cette année, c'était un cerveau sain dans un corps sain. Ben, vous voyez que tous les facteurs que je vous ai cités là, le stress, l'alimentation, l'exercice physique, c'est des choses qu'on connaît bien depuis longtemps sur la santé en général. On sait très bien que si on mange trop et qu'on est obèse, c'est un facteur de comorbidité, donc c'est de risque de développer d'autres maladies énormes. Donc pour notre santé en général, on le savait. Maintenant, ce qu'il faut intégrer, c'est que pour la santé du cerveau, c'est la même chose. Donc finalement, c'est les mêmes facteurs qui sont bons pour l'ensemble de votre santé, mais aussi pour votre santé cérébrale. Alors maintenant, on peut se poser la question de à quoi ça sert de fabriquer des nouveaux neurones dans un cerveau qui est déjà fonctionnel, qui est déjà mature, qui est adulte, etc. Donc, est-ce que c'est un phénomène qui a... Donc là, j'ai repris une phrase dans la littérature, mais est-ce que la neurogénèse adulte est un phénomène qui a une signification biologique, qui a une relevance ou est-ce qu'elle peut être délétère, comme je disais au début, parce que finalement,
elle va introduire une modification dans une circuiterie qui était stable. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un phénomène qui est conservé avec l'évolution. Je vous ai parlé du grillon tout à l'heure, donc on le voit chez les invertébrés, chez les batraciens, chez les oiseaux, chez les mammifères. Tous les mammifères qui ont été testés, on a vu cette neurogenèse, et enfin chez l'homme. Donc, en général, quand quelque chose est conservé avec l'évolution, c'est que ça a une fonction, sinon l'évolution s'en débarrasse en cours de route. Et ensuite, il y a de très très nombreuses études qui montrent de nombreuses corrélations entre neurogénèse et comportement, et notamment entre neurogénèse et capacité mnésique, capacité d'apprentissage, cognition. Et donc, il a paru raisonnable de poser l'hypothèse d'un vrai rôle fonctionnel de ces nouveaux neurones qui continuent à implémenter donc la circuiterie neuronale de notre cerveau. Donc ces corrélations, elles ont d'abord été montrées chez les oiseaux chanteurs. Donc ces oiseaux chanteurs, à chaque nouvelle saison, ils apprennent des nouvelles vocalisations pour séduire leurs partenaires, les mâles, pour attirer les femelles. Et plus un mâle va avoir un joli répertoire, et plus il a de chances d'attirer une femelle. Et on s'est rendu compte chez ces oiseaux, qui étaient une des premières espèces, l'espèce dans laquelle on a pour la première fois démontré vraiment la neurogénèse adulte, et bien que finalement les pics de neurogénèse que vous voyez ici correspondent aux pics d'apprentissage de nouvelles vocalises. Et donc il semblerait que pour qu'il puisse y avoir cet apprentissage de cette vocalisation, on a besoin de ces nouveaux neurones. Mais bon, ce sont des corrélations. Là, il n'y a pas de démonstration de cause à effet. Et de la même manière, il y a plein d'autres corrélations qui ont été faites, c'est-à-dire que tous les facteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure qui augmentent la neurogénèse, donc l'exercice physique, l'enrichissement, l'apprentissage, certaines hormones comme les œstrogènes, eh bien ces mêmes facteurs améliorent les performances mnésiques et cognitives des individus, donc dans des expériences réalisées chez le rongeur. Et inversement, tous les facteurs qui inhibent la neurogénèse, les corticoïdes, le stress, le vieillissement, sont associés à des pertes de performance cognitive. Donc vous voyez qu'il y a des corrélations qui sont intéressantes. Et après, ce qui était compliqué, c'était de passer de la corrélation à la démonstration d'une relation de cause à effet entre production de nouveaux neurones et performance finalement du cerveau. Et ça a été rendu possible grâce au développement des modèles des souris transgéniques. Et dans ces souris transgéniques, en fait, on peut modifier leur patrimoine génétique de manière très spécifique, très ciblée, à des fins expérimentales, pour étudier un processus en particulier. Et c'est ce qu'on a fait, par exemple, donc ça c'est une équipe de Bordeaux qui a fait cette étude qui est, je trouve, très intéressante parce qu'elle montre vraiment pour une des premières fois la relation de cause à effet. Donc elle a modifié génétiquement une souris de telle sorte de pouvoir spécifiquement détruire les nouveaux neurones dans l'hippocampe. Donc je passe sur la manipulation génétique qui permet de le faire, c'est un peu compliqué, mais peu importe, ce qu'il faut retenir, c'est que dans ces souris génétiquement modifiées, on peut, à la demande, en injectant une drogue, tuer spécifiquement, uniquement les nouveaux neurones de l'hippocampe. Donc je vous montre la preuve. Donc chez ces souris, ça c'est une souris non génétiquement modifiée, avec tous ces nouveaux neurones marqués là en marron. Et la souris génétiquement modifiée, vous voyez que le nombre de nouveaux neurones, il est drastiquement diminué. Donc on a un outil efficace pour empêcher la neurogénèse dans l'hippocampe. Et chez ces souris, on les soumet au test que je vous ai montré tout à l'heure, la piscine de Maurice, où il faut qu'elles retrouvent la plateforme. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait deux tests. D'abord, on fait toujours partir les souris du même endroit, donc départ fixe. À chaque fois, tous les jours, on met la souris là, et on regarde si elle a réussi à apprendre pour aller directement jusqu'à la plateforme. Et on voit que là, en fait, il n'y a pas tellement de différence entre la souris contrôle et la souris en bas génétiquement modifiée, qui est capable d'apprendre aussi d'aller directement à la plateforme. Par contre, si on complique un peu le test, c'est-à-dire que chaque jour, on fait démarrer la souris à un point différent. Je suis désolée, mon pointeur, il commence à... Donc un jour, on la met là, un jour, on la met là, un jour, on la met là. Là, c'est déjà plus compliqué, parce que du coup, il faut que la souris intègre les repères spatiaux de manière plus subtile. Et bien là, on voit que la souris contrôle, elle est tout à fait capable d'apprendre cette tâche.
alors que la souris génétiquement modifiée, là, elle est paumée, et elle fait un chemin très très compliqué avant de retrouver la plateforme. Donc en fait, elle est incapable de mémoriser l'emplacement de la plateforme. Donc le fait d'empêcher la neurogénèse dans l'hippocampe, finalement, dans certains, pas dans des tâches faciles de base, donc on va dire que dans le quotidien de tous les jours, quand on est en automatique, c'est pas grave, on peut vivre très bien sans. Par contre, dès qu'il s'agit de s'adapter à un environnement un petit peu plus changeant, un petit peu plus challenging, là, la neurogénèse, elle apporte tout le petit plus qui nous permet de nous adapter correctement. Alors, chez l'homme, il y a de nombreuses hypothèses émergentes concernant cette neurogénèse chez l'adulte, et notamment, il y a pas mal d'hypothèses qui concernent le stress et la dépression, à savoir que cette neurogénèse, elle est importante justement pour lutter contre la dépression. Donc là, je vous ai listé un certain nombre de... Je vais passer parce que sinon je vais largement dépasser le temps, mais donc il y a plein d'observations qui permettent de corréler la taille de l'hippocampe avec la dépression, neurogénèse et dépression, donc les antidépresseurs qui jouent un rôle donc, contre la dépression préviennent aussi le déclin de la neurogénèse. L'exercice physique qui améliore le moral des personnes dépressives améliore aussi la neurogénèse. Donc, il semblerait que neurogénèse dans l'hippocampe et dépression, c'est quelque chose qui soit intimement lié. Une autre hypothèse prévalente, c'est cellules souches et cancers. On pense maintenant que dans de nombreux cancers, eh bien, ce sont des cellules souches des organes, et c'est vrai dans le cerveau, donc des cellules souches du cerveau, qui seraient à l'origine de la croissance tumorale. Et ça change tout quand on pense aux perspectives thérapeutiques, parce que ce qu'on voit souvent, c'est que quand on soumet les patients à une chimiothérapie ou une radiothérapie, ces thérapies-là, elles sont efficaces contre les cellules qui divisent activement. Donc effectivement, ça va tuer les cellules qui prolifèrent vite, mais ce qu'on voit souvent, c'est que derrière, il y a des récidives. Et on le comprend mieux si on a le concept de cellule souche, parce que je vous disais tout à l'heure, la cellule souche, elle se divise lentement, pas beaucoup. Donc en fait, la cellule souche, suite à la radiothérapie, elle va être préservée, parce qu'elle ne se divise pas assez vite pour être ciblée par la chimiothérapie ou par la radiothérapie, qui cible préférentiellement les cellules qui se divisent vite. Et donc si on attend, la tumeur, elle se reforme. Donc en fait, il faut changer aussi notre perception de la chimiothérapie, du traitement de certains cancers. Et enfin, je voudrais terminer par les perspectives thérapeutiques qu'ouvre cette découverte des cellules souches. Et ça, on peut l'imaginer de deux manières. On peut d'abord se dire, puisqu'on a un pool de cellules souches à l'intérieur de notre cerveau, on va essayer de le stimuler pour favoriser la réparation endogène. Et ce qu'on voit, c'est que de fait, le cerveau, spontanément, il essaye de réparer. Seulement, il n'est pas assez efficace. Je pense que ce qui se passe, c'est qu'on a sans arrêt des micro-lésions dans notre cerveau, et ça peut être réparé. Mais quand il y a une méga-lésion, là, le système, il est débordé. Donc, ce qu'on voit, par exemple, ici, c'est une étude chez l'animal, où donc vous avez le cerveau ici de l'animal, et on voit juste une petite partie du cerveau avec les neurones en noir. Suite à une atteinte vasculaire cérébrale, ces neurones, ils disparaissent, donc ça devient blanc, on a perdu les neurones, ils sont morts. Et ce qu'on voit, c'est que spontanément, les cellules souches qui sont dans la paroi du ventricule, là, elles vont faire des neuroblastes, des jeunes neurones qui vont migrer vers la zone lésée, qui va envahir la zone lésée, et qui vont ensuite donner des nouveaux neurones. Le problème, c'est que cet environnement lésé, il est très très délétère à la survie des nouveaux neurones, il est très inflammatoire, il y a plein de molécules qui empêchent la survie des nouveaux neurones. Donc en fait, au final, il n'y a que 0,2% des neurones détruits qui seront remplacés. Donc c'est pour ça que ce n'est pas très efficace. Mais on peut imaginer pouvoir booster d'une part la production et la migration des nouveaux neurones, et d'autre part leur survie en essayant de les protéger de cet environnement inflammatoire qui les agresse. Donc ça peut être une stratégie. Par exemple, au laboratoire, ce qu'on fait, donc, comme vous a dit Olivier, moi je m'intéresse particulièrement aux lésions sur la myéline. Donc la myéline, c'est cette couche cette gaine qui enrobe les axones des neurones et qui permet à l'influx nerveux de se propager beaucoup plus rapidement et d'être donc plus efficace.
Et ce qu'on a vu, c'est que si la myéline ici, sur ce cerveau de souris, elle est marquée en rouge, donc on a le corps calleux qui est très très riche en myéline, qui est donc très très rouge. Ici, on a fait une lésion de la myéline, donc on voit ces traces noires, une perte de myéline. Et on a pu voir que les cellules souches que j'ai marquées en vert par des stratégies expérimentales, notamment par le BRDU, vont envahir la lésion et reformer des oligodendrocytes. Donc il y a vraiment une réparation spontanée. Et on a pu montrer au laboratoire que si on élève les souris dans un environnement riche, donc ça c'est vraiment une cage que j'utilisais au labo, ou si on les traite par voie intranasale avec des facteurs trophiques qui permettent de stimuler la prolifération in situ dans la niche des cellules souches, eh ben on allait améliorer la réparation dans le cerveau, on va diminuer les symptômes cliniques de ces animaux. Donc il y a cette stratégie d'essayer de mobiliser ces progéniteurs endogènes pour la réparation, elle est intéressante et elle nécessite d'être poursuivie. Et puis après, il y a la stratégie par greffe. Donc là, l'idée, c'est d'aller chercher, comme je vous disais au début, les cellules souches à ce niveau-là, les cellules souches embryonnaires, les faire pousser en culture et ensuite les greffer dans le cerveau malade. Donc ça, c'est une deuxième approche. Pour vous dire que donc, on peut utiliser des cellules souches embryonnaires ou adultes et qu'il y a des avantages et des inconvénients dans chaque situation. Le problème des cellules souches embryonnaires, c'est que ça pose un problème éthique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on récupère ces cellules souches, ça veut dire qu'on a détruit un embryon. Donc ça, pour certaines personnes, ce n'est pas éthiquement admissible, même si vous avez vu que le stade de développement embryonnaire auquel on prend ces cellules souches est vraiment très 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 tôt. Mais malgré tout, ça pose un problème éthique. Donc par exemple, la recherche sur les cellules souches en France, elle est interdite. Ça fait uniquement par dérogation. Et puis, ces cellules souches embryonnaires, elles prolifèrent beaucoup plus activement que les cellules souches adultes et donc elles présentent des risques de tumorisation. Donc ça, c'est des risques qu'on n'a pas avec les cellules souches adultes. Par contre, les cellules souches adultes, elles sont beaucoup plus difficiles à faire proliférer en culture pour avoir suffisamment de cellules à greffer, parce que vous imaginez bien que ce n'est pas une centaine de cellules qu'il faut greffer, mais c'est des centaines de milliers. Et donc la culture de ces cellules est plus difficile et leur potentialité aussi est plus réduite. Donc vous voyez qu'on navigue entre les avantages de l'un et les inconvénients de l'autre. Et par contre, je voulais mettre en avant cette étude, par exemple, qui est vraiment une étude clinique, un essai clinique qui a été fait avec une greffe de cellules souches qui n'étaient pas du tout des cellules souches neurales. Donc en fait, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a greffé des cellules souches qui sont on appelle des cellules souches mésenchymateuses, c'est-à-dire qu'elles ont été prises à partir de la moelle osseuse ou du tissu adipeux des gens, et on les a greffées chez des personnes qui avaient subi un accident vasculaire cérébral, et lequel accident vasculaire cérébral avait eu lieu au moins 6 mois, voire 3 ans avant la greffe. Donc ces personnes-là étaient soit complètement paralysées, ne pouvaient plus marcher, soit étaient hémiplégiques, donc ne pouvaient plus utiliser leurs bras. Et la greffe de ces cellules ont permis une récupération fonctionnelle. Donc ces patients ont pu marcher à nouveau. Et c'est là où vous voyez ça ouvre énormément d'espoir, mais en même temps, il faut toujours être critique. Alors attention, parce que deux choses. D'abord, on a pu observer que ces cellules souches greffées, au bout d'un mois, elles étaient toutes mortes. Donc l'effet bénéfique sur le long terme, clairement, il n'était pas lié à un remplacement cellulaire de nouveaux neurones, puisqu'en fait, il n'y en a plus au bout d'un mois des cellules. Donc c'est un effet indirect de ces cellules, probablement, qui a permis l'amélioration fonctionnelle. Et deuxième chose, dans cette étude clinique, donc cet essai clinique, il n'y avait pas de sujet contrôle. Donc en fait, on ne sait pas quelle aurait été l'évolution de ces gens si on n'avait rien fait. Donc c'est difficile de conclure malgré tout à l'efficacité de la greffe, parce que peut-être que ces gens, sans greffe, ils auraient eu une évolution pareille. On ne sait pas. Donc il faut toujours quand même qu'il y ait un groupe contrôle, ce qui est difficile chez l'homme, pour pouvoir conclure. Malgré tout, ça donne de l'espoir. Et en fait, ça donne d'autant plus d'espoir que ce qu'on a compris récemment, relativement récemment, c'est que le potentiel des cellules souches en termes de greffe, c'est pas seulement le remplacement cellulaire, parce que finalement, on se rend compte que même si ça ne fait pas des nouveaux neurones, ça a un effet extrêmement positif par
par une autre action qui est l'action immunomodulatrice. Je vous ai tout à l'heure le problème des nouveaux neurones qui sont formés de manière spontanée, c'est qu'ils ne survivent pas parce que l'environnement est très délétère. Quand on a une lésion cérébrale, il y a plein de cytokines qui sont pro-inflammatoires, qui sont très très agressives pour les cellules. Et ça, c'est mauvais pour la survie des neurones. Et en fait, on s'est aperçu que ces cellules souches, elles produisent des molécules qui vont calmer l'inflammation, qui vont rendre l'environnement plus permissif à la réparation. Donc ça, c'est quelque chose qui ouvre aussi de grands espoirs, c'est que finalement, on se rend compte qu'il y a potentiellement un double effet de la greffe de ces cellules souches, non seulement, éventuellement, quand ça marche, de remplacer les cellules qui sont mortes, mais aussi de promouvoir la réparation spontanée et la récupération fonctionnelle par une action immunomodulatrice. Et puis, je ne peux pas finir sans vous parler de la grande découverte de ces 10 dernières années, c'est ce qu'on appelle, vous avez sûrement entendu parler, des cellules souches pluripotentes induites. Ça a été le prix Nobel en 2012, découverte en 2006. C'est très rare qu'un prix Nobel soit aussi proche de la découverte, que 6 ans entre la découverte et le prix Nobel. Alors qu'est-ce qu'il a découvert, ce monsieur Yamanaka, un japonais? Eh bien, il a découvert qu'on pouvait prendre des cellules complètement différenciées, donc qui ont une identité vraiment, qui sont différenciées, qui ne sont pas immatures. On prend des cellules de peau, on les manipule génétiquement, c'est-à-dire on les fait exprimer 4 gènes qu'il a identifiés, qui permet à la cellule de revenir en arrière et de devenir une cellule embryonnaire. Donc une cellule complètement différenciée, adulte, mature, en lui faisant exprimer 4 gènes, 4 facteurs de transcription. Donc c'est des protéines qui vont agir directement sur le noyau, en fait. Eh bien, ça permet de réverser toute l'histoire de la cellule et de la ramener à un niveau de cellules souches embryonnaires. Et c'est un petit peu ce qui est représenté sur cette diapositive. Donc on intègre ces 4 gènes dans ces cellules de peau. Ça va devenir des cellules souches embryonnaires et en fonction de ce qu'on va mettre dans le milieu de culture, et bien ces cellules souches embryonnaires, comme n'importe quelle cellule souche embryonnaire, on va pouvoir en faire ce qu'on veut. Des cellules hématopoïétiques, des cellules pancréatiques, des neurones, des adipocytes, des muscles, ce qu'on veut. Ce sont des cellules souches multipotentes. Donc vous imaginez un petit peu ce que ça ouvre comme porte. Ça veut dire que déjà, en termes de rejet, si on peut prendre vos propres cellules pour en faire des cellules embryonnaires, si vous avez besoin d'une greffe, derrière, il n'y a plus de rejet puisque c'est votre patrimoine génétique, on vous greffe vos cellules finalement. Ensuite, c'est super intéressant pour modéliser toutes les maladies humaines, parce qu'il y a beaucoup de maladies humaines qui sont liées à des défauts génétiques. Et donc, le fait de prendre les cellules des patients qui ont ces défauts génétiques pour faire les cellules souches, derrière, in vitro, ça permet d'analyser les mécanismes cellulaires et moléculaires qui sont responsables du dysfonctionnement de ces cellules et de les étudier vraiment in vitro, dans les boîtes de culture. Et donc, on a fait de cette manière-là des cellules souches induites avec des patients de toutes ces maladies-là. Donc, vous voyez, de très très nombreuses maladies ont été modélisées, mises en culture pour faire des cellules souches. Et derrière, ça permet aussi de faire de la médecine personnalisée. C'est qu'un patient, les cellules souches de ce patient, on va pouvoir tester des batteries de molécules thérapeutiques, donc des centaines, des milliers de molécules potentiellement actives, en culture, comme ça, dans des boîtes de 87 pieds. Donc en fait, on peut tester comme ça des centaines et des centaines de molécules et voir quelle molécule in vitro va être active sur les cellules du patient. S'il y a une amélioration au niveau cellulaire, ça va être une super cible thérapeutique pour ce patient-là. Et on fait de la médecine personnalisée. Ce patient-là, c'est telle molécule qui est la plus efficace. Tel autre patient d'une même pathologie, c'est peut-être pas cette molécule qui va être efficace, mais une molécule voisine. Et là, on rentre vraiment dans une nouvelle ère de la médecine. Et donc actuellement, on peut aussi imaginer greffer des cellules souches pluripotentes induites. Donc, dans un premier temps, on fait toujours les tests chez l'animal. Donc là, c'est des cellules d'homme. Donc on a pris de la peau d'un homme, on l'a manipulée donc pour la faire revenir en cellules souches. Et puis on en a fait des neurones, parce qu'évidemment, il ne faut pas directement greffer la cellule souche, sinon ça fait des tumeurs. Donc on les pré-différencie en culture et on greffe des neurones immatures dans le cerveau.
Et donc on a greffé ces neurones immatures dérivés des cellules de peau humaines à des modèles de souris de la maladie de Parkinson. Et on a pu voir que ça permettait de réduire les symptômes de la maladie de Parkinson. L'année dernière, donc très récemment, il y a eu le premier essai clinique au Japon qui a été fait sur 7 patients de la maladie de Parkinson qui ont été greffés avec 5 millions de progéniteurs issus comme ça de cellules de peau, donc des IPS, et qui sont actuellement donc sous surveillance pour voir déjà s'il n'y a pas d'effet délétère, donc de type tumeur, et s'il y a un effet positif derrière sur la maladie. Vous l'aurez compris, les cellules souches, elles sont importantes pendant le développement pour la formation de l'organe, pendant la vie physiologique pour permettre la plasticité cérébrale et l'adaptation à son environnement, et enfin en situation de lésion cérébrale pour permettre une réparation tissulaire du cerveau. Voilà, je vous remercie.